Merci à vous toutes et tous d'être avec nous. On va parler aujourd'hui réseau de communication dans le résidentiel, une conférence co-organisée avec la FFIE. Juste pour vous expliquer que c'est dans un cycle de conférences, vous voyez, qui est en 4 étapes, sur lequel en mars on parle réseau de communication. En juin, on va parler système de protection des personnes et des biens. En septembre, on va parler rôle des intégrateurs électriciens dans la silver economy. Bon, ça c'est un gros sujet puisque c'est une question de transition démographique. On parle de transition énergétique, mais là on a la transition démographique. Et puis en novembre, on a un sujet sur le pilotage du bâtiment et la gestion des données. Voilà, alors merci à vous. Là, vous avez les logos des partenaires aujourd'hui. Et puis, effectivement, un petit trombinoscope avec l'ensemble des conférenciers qui interviennent. Et donc, le mot d'ouverture vous revient. Pascal Toggenburger, vous êtes le président de la FFIE. Je vais vous passer aussi la zapette. Le micro fonctionne, ouais. Et puis merci, vous le prononcez de mieux en mieux au fur et à mesure des grands circuits. J'ai un nom à rallonge, mais c'est parfait, il n'est pas écorché. Oui, donc je suis président de la FFIE, donc j'ai eu l'occasion déjà de le dire, mais je pense que tout le monde ne l'a peut-être pas noté depuis les précédentes séries du grand circuit, donc depuis octobre 2022. La FFIE, c'est quoi? Donc 7600 entreprises, voilà, pour donner des chiffres, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Alors on n'est pas un groupe, hein, je ne suis pas à la tête d'une entreprise, mais évidemment d'un ensemble d'intégrateurs comme moi qui concourent au quotidien à améliorer la vie du bâtiment et évidemment notre particularité d'être au contact de nos clients. Ça c'est important de le rappeler. Pour l'installation de produits, mais aussi de services, puisqu'on fait de plus en plus, on axe de plus en plus nos travaux sur le service connexe après une installation. Aujourd'hui, je suis ravi de faire l'introduction sur la problématique du courant faible, sur toute la partie, et notamment partie résidentielle. La part du courant faible, aujourd'hui, et depuis 20 ans, a pris une importance incroyable dans le bâtiment, en tout cas sur la part électrique de nos marchés. Pourquoi? Parce que l'avènement de la data, le besoin omniprésent d'être connecté et des crises sociologiques qu'on a traversées, comme le Covid, qui nous a obligés d'être en télétravail. Et comment être dans une bonne situation en télétravail ou à domicile sans avoir un réseau de communication qui soit performant. C'est toute la problématique de notre profession, tant au niveau de l'installation qu'au niveau du choix des matériels, qu'au niveau du contrôle. Je pense qu'on va en parler avec mes voisins. C'est d'avoir évidemment une installation de qualité et qui serve au quotidien à l'ensemble des résidents du résidentiel, mais aussi du tertiaire. C'est important. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer d'un réseau qui ne soit pas performant parce qu'on veut tous une fibre à la maison avec du débit et on passe de plus en plus d'informations et de débit sur les réseaux informatiques et téléphoniques. Donc on est là évidemment à la FFIE pour initier de la formation, initier un guide de bonne pratique évidemment sur le déploiement du courant faible, initier avec Consuel un contrôle, donc une certification de nos installations sur le terrain. Tout ça pour avoir une approche zéro défaut et que la personne qui prenne possession de son logement puisse se connecter sans que l'intégrateur ait besoin de revenir et d'être rapidement en fait, opérationnel. Voilà, un peu comme aujourd'hui une borne de recharge, je dirais que voilà, c'est un peu la même tendance. Ça a été un peu anticipé avec la data dans le logement, mais en tout cas, c'est un besoin, on ne fera pas marche arrière, c'est clair. Vous avez la zapette donc pour pouvoir avancer, le bouton blanc pour avancer en fonction de vos besoins. Statique. Voilà, donc on participe évidemment côté technique à la FFIE, donc l'élaboration de la XPC 90-483 pour les techniciens, qui va devenir donc NFC, donc elle va devenir une vraie norme de référence donc pour tout ce qui est réseau de communication.
Voilà, donc téléphone, numérique, tout ça, la voix sur IP, ça a maintenant 10 ans, facilement 10 ans. On a abandonné le réseau RTC, commuté, donc aujourd'hui tous les services sont sur un format de data qui mélange évidemment, qui apporte du service et qui en plus mélange la voix, la téléphonie, la data et le contrôle global du bâtiment, parce qu'aujourd'hui... Bon, je constate que tous les systèmes d'alarme sont raccordés à un réseau Internet. Aujourd'hui, tous les éléments du quotidien, tout notre univers électrique utilise la box à domicile et on ne peut pas s'en passer. Et donc, il faut vraiment qu'on ait une qualité irréprochable sur le déploiement et l'installation intérieure du logement. Voilà, donc pour rappel, évidemment, on a des techniciens de plus en plus pointus, avec des tablettes ou des iPads pour vérifier la performance des câbles qu'on met en œuvre, catégorie 6, ça évolue, 7, 8, on va aller sur des câbles de plus en plus performants parce qu'il y a un besoin global du consommateur à avoir de plus en plus l'accès à des données rapidement et du volume de téléchargement. Donc on suit évidemment la grande tendance de nos consommateurs. Voilà, donc je rappelle, mais vous l'avez dit, donc je ne vais pas faire une redite avec les prochains éléments qu'on va partager ensemble. Voilà, il y en a un qui me tient évidemment à cœur, c'est la Silver Echo. On aura l'occasion d'en reparler. Et ça tombera bien parce que le 20 septembre, ça sera juste avant le 1er janvier qui va donner l'ouverture de MaPrimeAdapt en France et qui va, pour nous, booster évidemment notre business. Et on veut être prêt pour cette date, en fait, pour proposer produits et services pour accompagner les seniors dans le maintien à domicile. Voilà. Voilà, merci Président. On peut applaudir le Président pour cette ouverture. Merci à vous. Vous restez d'ailleurs pour cette table ronde parce qu'on va en discuter. Alors peut-être, je vous propose de faire... il y avait une petite diapo. Ah oui, il y a une petite vidéo. Alors je me trompe, ça, parce que c'est une dernière minute qu'on a mis pour vous, qu'on va vous mettre. En cours d'homologation pour devenir NFC 90-483 est la norme de référence pour l'installation d'un réseau de communication résidentielle dans les logements. Depuis août 2016, l'installation d'un réseau de communication est obligatoire dans les logements dont le permis de construire a été délivré après le 1er septembre 2016. Le réseau de communication doit donner l'accès aux services de communication audiovisuelle, aux données numériques du réseau local et au téléphone. Ce câblage résidentiel est divisé en 3 parties. La première, un tableau de communication avec un bandeau de brassage équipé d'au moins 4 socles RJ45, des dispositifs de terminaison adaptés aux adductions DTIO RJ45, un dispositif d'adaptation répartition des services de communication audiovisuelle, un dispositif de mise à la terre d'un répartiteur téléphonique RJ45. La deuxième, un volume attenant ou intégré au tableau de communication contenant au moins un socle de prise de courant. La FFIE recommande 2 socles de prise de courant. La dernière, les prises terminales installées dans les pièces du logement et reliées au bandeau de brassage par un câble grade 2 TV ou grade 3 TV recommandé, adapté aux différents services. Le nombre de socles de prise RJ45 à installer dans le logement dépend du type de logement. La norme NFC 90-483 exige le contrôle de niveau 1 sur 100% des liens en vérifiant les câbles, leur marquage et le mapping de paire, le contrôle de niveau 2 pour qualifier le réseau IP et mesurer le signal TV, et l'activation d'au moins une prise radiofréquence dans le logement si ce service existe. Pour accompagner nos adhérents, nous avons réalisé un poster ainsi qu'un guide spécifique. Voilà, c'est une vidéo toute récente, parce que je crois qu'elle est sortie aujourd'hui. D'ailleurs, Président, prenez bien le micro si vous... Oui, c'est ça, ouais. Donc vous avez la primeur de cette projection. On vient juste de la réaliser. Je pense que c'est un format vidéo qui est quand même assez plaisant, qui permet aux plus jeunes et aux moins jeunes d'avoir tout de suite l'information de la FFIE. Voilà, c'est didactique et merci à vous. Alors, peut-être on peut faire un petit tour de table de présentation rapide de qui vous êtes et qui vous représentez. Alors, peut-être pour commencer, Adèle.
Oui, bonjour. Donc, Adel Guédiri, moi je suis permanent à la FFIE, donc je m'occupe de tout ce qui est aspect courant faible pour la fédération qui a été présenté récemment. Voilà, Julien. Alors, je vous ai dit, faites attention avec le micro qui ne glisse pas. Bonjour à tous, Julien Leroy. Alors moi j'interviens ici comme président de la commission technique des câbles de communication cuivre au SICABEL. Donc le SICABEL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat français des câbles cuivre, enfin des câbles et des fils. Et puis j'ai aussi la casquette de responsable business développement chez Acom. Merci. Marc Bonjour, Marc Leblanc. Donc moi je suis ici en tant que président de la plateforme Objectif Fibre. J'aurai l'occasion de détailler les activités de cette plateforme dans le cours de la table ronde. Et puis je suis également responsable commercial Europe du Sud pour le groupe Prysmian, qui est un fabricant de câbles et de fibres optiques. Voilà, merci Marc. Vincent. Donc Vincent Effenbach, bonjour à tous. Je représente l'organisme de formation Formapelec qui donc accompagne vos intégrateurs électriciens à la formation des métiers, entre autres aujourd'hui sur la thématique des courants faibles. Et Arnaud Alexandre pour terminer. Alors, Arnaud Alexandre, Consuel, en charge de la partie courant faible au sein du Consuel. Voilà, super, merci pour... Vous avez d'autres micros devant vous. Alors, on avait dit qu'on commençait par Marc, peut-être avec la ZAPET, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est on va faire un tour d'horizon depuis les bonnes pratiques d'installation, presque, jusqu'au contrôle à la fin de ce qui était mis en œuvre en passant par la formation en cours de conférence. Alors, Marc, finalement, pour Objectif Fibre, les règles de l'art, ça va être l'objet de la présentation, les règles de l'art de l'installation de tous ces réseaux. Oui, tout à fait. Donc, alors, d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et puis, je vais rebondir sur ce qu'a dit le président, puisque la plateforme se retrouve beaucoup dans ce qui a été dit. J'ai entendu parler effectivement de débit à l'abonné, de formation, de qualité, de contrôle. Donc, ce sont tous ces sujets sur lesquels la plateforme Objectif Fibre travaille et est très impliquée. Alors, juste un petit rappel, qu'est Objectif Fibre, qui sommes-nous ? Donc, c'est un peu particulier comme organisation. Nous sommes une plateforme collaborative qui a été créée en 2009. Collaborative, ça veut dire que c'est une plateforme qui est ouverte à tous et qui est au service de la filière. Le but d'Objectif Fibre, c'est d'identifier et de lever les obstacles opérationnels au déploiement massif des réseaux optiques, mais qui va également jusqu'au résidentiel. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Comment ? Eh bien, tout simplement en produisant des outils pratiques d'intérêt multisectoriel. Ces outils et tous les livrables de la plateforme sont accessibles à tous sur le site de la plateforme Objectif Fibre, sont gratuits et donc ils sont faits par la filière pour la filière. Ces travaux s'inscrivent évidemment dans le cadre du plan France Très Haut Débit, même si vous l'aurez noté, la plateforme a été créée avant le lancement du plan France Très Haut Débit, lancé en 2013, mais la plateforme a été créée en 2009 puisque dès 2009, les adhérents de la plateforme se rendaient compte qu'il était important de travailler sur tous ces sujets, règles de l'art, qualité de la pose, pour s'assurer que les réseaux haut débit soient déployés de façon homogène, de façon qualitative, dans un objectif de pérennité. Donc Objectif Fibre, nous sommes en fait, les adhérents d'Objectif Fibre sont 5 fédérations, dont la FFIE évidemment, la Fédération française des télécoms qui regroupe les grands opérateurs télécoms, la FIEC qui est la fédération des fabricants, Infranum, qui est l'ancienne FIRIP, qui est la fédération des territoires connectés, et puis le CERS, fédération d'installateurs. En quelques chiffres, donc ces 5 fédérations regroupent à peu près 7500 entreprises et un peu plus de 650 000 salariés. Et nous avons également 2 syndicats un peu particuliers, que sont IGNES et le SICABEL, dont il a été fait mention tout à l'heure, qui ont été aussi à l'origine de cette plateforme. Alors, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir, vous connaissez tous ce fameux plan France Très Haut Débit qui consiste à amener la fibre optique à horizon 2025 à l'intégralité de la population. Et ensuite, une fois que la fibre arrive dans les bâtiments, arrive dans les logements, on passe sur la partie résidentielle, donc avec le déploiement des réseaux résidentiels dont on va parler pendant toute cette table ronde. Encore une fois, l'intérêt de cette plateforme, c'est vraiment de mobiliser toute la filière. Les 5 fédérations sont représentatives de cette filière, avec des opérateurs, des installateurs et des fabricants. On travaille sur 4 axes. Et je vais surtout parler des 2 premiers axes qui sont les plus visibles. Le premier, c'est les bonnes pratiques, donc les règles de l'art. Donc recenser et diffuser ces bonnes pratiques. La deuxième, c'est tout ce qui touche à la formation des équipes, puisqu'une fois que les règles de l'art sont
recensée, connue, diffusée. Encore faut-il qu'elle soit mise en œuvre par des personnels qui ont reçu la formation adéquate. Et ça, je pense que Formapelec notamment en parlera. Et puis, à la fin de l'installation, évidemment, le contrôle. Et ça, je pense qu'effectivement, le consuel en parlera. Nous travaillons aussi sur tous les aspects de normalisation pour s'assurer que les normes soient cohérentes avec les besoins opérationnels et vice-versa. L'idée n'étant pas d'écrire des normes qui ne sont pas utilisées, mais d'avoir des normes qui sont utilisables sur le terrain. Et ça a été mentionné tout à l'heure par le président. Et puis, nous avons un 4e axe de travail qui est la communication pour valoriser les métiers de la filière, puisque vous savez qu'il y a une tension sur cette filière qu'on connaît depuis des années, non seulement pour le déploiement de la fibre, mais également pour la partie terminale dans les bâtiments. Alors, quand on parle de bonnes pratiques professionnelles, on parle de règles de l'art qu'il faut connaître, maîtriser et appliquer. Donc, l'objectif de cette plateforme Objectif Fibre, c'est donc de recenser, de formaliser, de diffuser ces règles de l'art auprès de l'intégralité de la filière. Pour ce faire, et donc pour créer ce référentiel unique commun, neutre, j'insiste beaucoup là-dessus, la plateforme est neutre, elle regroupe l'intégralité des acteurs de la filière qui, le temps de ces travaux, travaillent à un objectif commun. Il n'est pas question de faire du prosélytisme, et vous verrez que dans tous les livrables Objectif Fibre, il n'est jamais fait mention de matériel ou de marque. Donc l'objectif, c'est tous les ans, on choisit un thème et on fabrique un guide des bonnes pratiques qui va depuis l'environnement réglementaire, le choix des composants, la mise en œuvre, la recette, et puis tout ce qui touche à la formation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait un focus sur les formations nécessaires pour déployer les réseaux sur le sujet qui a été choisi. Le gros intérêt de ces guides, c'est qu'ils sont extrêmement didactiques. Vous voyez ici 2 exemples de schémas qui constituent ces guides. À gauche, vous avez la colonne de com, et puis à droite, vous avez, ou au milieu plutôt, vous avez l'installation à l'intérieur du logement pour permettre justement que le haut débit qui arrive en bas de votre maison ou dans votre logement puisse être ensuite diffusé dans toutes les pièces. Donc vous retrouverez ce type de schéma, c'est ce que l'on recense et c'est ce que l'on met dans ces guides des bonnes pratiques. Donc je vous l'ai dit, on adresse à chaque fois des sujets différents. Là, le guide qu'on est en train de terminer en 2022-2023, qui a commencé en 2022 et qui va se terminer cette année, est consacré aux locaux individuels neufs. Et donc il y a toute une partie intérieure, évidemment, dans ce guide. L'année dernière, nous avons travaillé sur les immeubles neufs, mais collectifs, toujours dans ce même esprit, d'aller jusqu'à la prise terminale. En 2020, nous avions fait un guide sur le raccordement des clients dans le parc existant. Donc à chaque fois, on choisit un segment très particulier et on va jusqu'à l'abonné. Je l'ai dit, mais je le répète, tous ces livrables, tous ces guides sont en libre accès. Vous pouvez les retrouver sur la plateforme Objectif Fibre sous 2 formats. Un guide sous format PDF, qui est un guide classique, que vous pouvez feuilleter, que vous pouvez télécharger, que je vous encourage à télécharger et à diffuser. Et puis nous avons lancé l'année dernière une application qui s'appelle FTTH Mode d'emploi, qui permet notamment aux équipes de pose et de déploiement d'avoir la substantifique moelle de ces guides accessible depuis un smartphone, puisqu'aujourd'hui les équipes d'intervention sont équipées de ce genre d'outils, et qui permet, même quand vous êtes hors réseau couverture mobile, qui vous permet de vous référer au guide et donc de retrouver dans cette application, si vous avez un doute, si l'installateur a un doute, de permettre de retrouver les grands principes de déploiement jusque dans le détail, puisque encore une fois, vous voyez que ces schémas sont extrêmement didactiques et vont dans un détail vraiment très poussé. Alors une fois qu'on a listé ces règles de l'art, encore faut-il qu'elles soient, et une fois qu'elles sont connues, encore faut-il qu'elles soient mises en œuvre par des équipes formées. La formation, c'est le 2e élément clé pour un déploiement et un raccordement de qualité. Il est impératif que les équipes de pose soient formées. Donc, à chaque segment, on peut trouver un certain nombre de formations qui sont aujourd'hui dispensées par des organismes de formation. Et je pense que mon voisin de Formapelec en parlera tout à l'heure. Je vous en ai sélectionné 2, mais il y en a beaucoup. Le CQP mentor raccordeur fibre optique, qui est aujourd'hui plébiscité par les entreprises qui l'appliquent. Et puis, il y a également d'autres titres. Je pense notamment au mentor raccordeur pour les réseaux THD, qui mixe cuivre et optique. Et c'est bien l'objectif, puisqu'aujourd'hui,
dans le résidentiel et dans le tertiaire, on a une arrivée en optique et ensuite on va diffuser et on va répartir et on va assurer la diffusion du signal haut débit à travers des réseaux cuivre. Donc ça, ce sont des choses que vous allez retrouver dans les guides pratiques. À chaque fois, vous verrez que dans les guides Objectif Fibre, vous avez une partie formation qui rappelle les attendus et les formations qui sont disponibles. La deuxième activité que mène Objectif Fibre sur ce sujet de formation, c'est de se mettre à disposition des organismes de formation qui les souhaitent pour les référencer, donc, sur 4 critères. Des plateaux techniques qui doivent permettre aux apprenants de retrouver ce à quoi ils vont être confrontés dans la vraie vie. Et la dernière nouveauté de ce critère sur les plateaux techniques, c'est le fait d'avoir dans les plateaux de formation un appartement témoin qui va vraiment mettre les apprenants en situation pour qu'une fois qu'ils vont se retrouver dans la vraie vie, ne vont pas être désarçonnés par des situations qu'ils n'auraient pas vécues. On s'intéresse au cursus des formateurs pour avoir un bon équilibre entre des purs apprenants et puis des purs pédagogues et puis des gens qui viennent de l'opérationnel. On s'intéresse aussi aux offres de formation qui sont dispensées dans ces centres et puis on regarde aussi le volume de formation parce que c'est un élément qui est important pour assurer une qualité permanente des formations qui sont dispensées. Et puis, alors, au 31 décembre de l'année dernière, nous avons 53 organismes de formation qui ont demandé ce référencement. Vous voyez la petite carte à droite qui vous montre où sont tous ces centres. On vient de combler le dernier désert que nous avions qui était en région Bourgogne. Alors, le centre n'est pas encore sur la carte, mais la carte sera mise en ligne sur le site Objectif Fibre aujourd'hui. Et puis, dernier point sur la partie formation, on participe aussi au dispositif qui s'appelle des EDEC, donc des engagements pour le déploiement de l'emploi et de la compétence. Adèle en parlera tout à l'heure. Ce sont des outils en fait, qui sont animés à la fois par le gouvernement, la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle et par les branches et les fédérations. Ça permet de déployer des offres de formation, de travailler aux offres de formation, mais également de promouvoir les métiers de la fibre optique. Et c'est aussi quelque chose qui est très important si on veut attirer des talents dans ce métier, les attirer dans les organismes de formation pour qu'ensuite ils puissent être envoyés sur chantier pour déployer ces réseaux. Donc, il y a eu un premier EDEC qui s'est terminé en 2021 sur la fibre optique. Et il y a un EDEC qui est en cours dans le cadre du contrat de filière, contrat stratégique de filière infrastructure numérique, qui va continuer ce travail d'aider les offres de formation à se déployer et de promouvoir ces métiers du numérique. Voilà. Voilà, merci Marc pour ce premier élément. Morgane voulait applaudir, mais on applaudit à la fin, Morgane. Alors, je voulais juste poser une petite question pour rebondir avant de continuer à vous, Président Pascal. En termes de métiers, il y a vous avez différents métiers à la FFIE. Il y a la mobilité électrique, on en a parlé ce matin. Il y a la fibre, il y a le photovoltaïque. Aujourd'hui, vos électriciens, c'est quoi les métiers les plus porteurs aujourd'hui Écoutez, d'abord, il y a un problème d'actualité. Le coût d'énergie a fortement augmenté depuis le début de l'année. 2022 d'ailleurs, et le pilotage, la gestion énergétique, c'est le premier élément, le photovoltaïque évidemment, aux substitutions des énergies fossiles, c'est la première actualité qui nous touche. Après, il y a des sujets de fond, donc comme je vous disais tout à l'heure, la Silver Eco, c'est un sujet qui va arriver en 2024. Mais dans tous ces sujets, en fait, la part du courant faible est très importante parce qu'en fait, tout ce qu'on met aujourd'hui en service communique ou presque. Et si on n'a pas un bon réseau de communication, ça ne marchera pas. Oui, c'est la colonne vertébrale. C'est pour ça qu'on a fait cette conférence aussi. C'est la colonne vertébrale de tous les systèmes. Ouais. Donc, pour continuer, Julien, donc on avait dit effectivement qu'on fasse un petit focus pour le SICABEL sur les besoins du client. Et puis il y a des évolutions de normes, de câbles, enfin bon, tout ça c'est ce que disait Marc aussi. J'ai appris quelque chose, je ne savais pas qu'on avait encore du cuivre aussi dans les bâtiments tertiaires, derrière la fibre pour distribuer les réseaux. Bon, donc il y a toute une complexité à gérer. Oui, effectivement. Alors, on va aborder le sujet. Juste avant d'expliquer les besoins, donc j'ai parlé un petit peu déjà du SICABEL, l'organisation professionnelle de l'industrie des fils et câbles électriques.
C'est simple, sans câble, il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de télécommunication, et sans câble, il n'y a pas d'énergie. Donc c'est vraiment un maillon essentiel, et le rôle du SICABEL, c'est un rôle aussi de fédérateur dans cet écosystème pour assurer la transformation énergétique avec les énergies renouvelables, et puis dans le cadre du plan France Très Haut Débit, et également des bâtiments intelligents. Alors, pour répondre à la question, effectivement, pourquoi un besoin de très haut débit dans le logement ? Alors, d'un côté, on en a parlé un petit peu. Effectivement, maintenant, les logements sont raccordés en fibre optique. C'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 1 gigabit dans le logement, voire au-delà de 1 gigabit. Mais pour pouvoir bénéficier de ce débit, encore faut-il que les derniers mètres dans le logement ne limitent pas le débit. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir 1 gigabit si derrière le logement n'est pas capable de transporter ce débit. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a une explosion des besoins et des usages dans le logement. Ça fait très longtemps qu'on parle de smart home, de maisons connectées, de domotique. Pendant longtemps, il y a eu des échecs sur le sujet. Maintenant, on peut dire que c'est une réalité. Et effectivement, on a tous en fait tout un tas d'objets connectés chez nous. Ça va de l'enceinte connectée, du robot aspirateur, enfin bref, tous ces équipements-là maintenant sont une réalité, sont connectés dans le logement. Et il est possible effectivement de les contrôler en étant dans le logement, mais il faut aussi pouvoir les contrôler en étant à l'extérieur du logement. Et ça, c'est ce que le réseau de communication va permettre. Ensuite, on peut aussi voir maintenant que l'offre de services s'est transformée avec ce qu'on appelle la consommation à la demande. Donc je parle effectivement de la musique en ligne, de la vidéo en ligne. Tout ça, maintenant, ça paraît banal parce qu'on l'utilise tous et on n'en a même plus conscience. Mais c'est effectivement une révolution de ces dernières années. On peut aussi citer le jeu en ligne ou ce qu'on appelle le cloud gaming, où là, on va carrément déporter la puissance de calcul sur des serveurs qui sont situés à l'extérieur du logement. Et puis, tout ça, ça peut être permis aussi parce que les box de dernière génération sont capables de gérer, de supporter ce débit gigabit. Et puis enfin, si on regarde du côté de l'approche sociétale, on peut voir aussi une transformation avec le bien-être, le maintien à domicile, ce qu'on appelle la silver economy. Donc tous ces services en fait existent depuis plusieurs années, je dirais depuis 2017-2018, mais c'est vraiment la crise du Covid qui a accéléré cette mutation. Effectivement, on se souvient tous des périodes de confinement à la maison, où on a été forcé au télétravail. On a fait, il y a eu pour les enfants de l'enseignement à la maison. Donc tout ça, ça a accéléré cette mutation. Mais pour pouvoir exploiter tous ces services et tous ces usages, encore faut-il effectivement que le réseau de communication dans le logement soit bien dimensionné et soit qualitatif. Sinon, effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, du côté du câblage, effectivement, quand on se souvient, il y a quelques années, on avait trois réseaux. On avait un réseau pour le téléphone, un réseau donc avec une prise spécifique, une prise en T, un réseau pour Internet avec la prise RJ45, et puis un réseau avec un câble coaxial pour la télévision. Aujourd'hui, en fait, on a une convergence avec un câblage unique qui va permettre de gérer tous les services du logement, donc téléphone, Internet et télévision, donc que ce soit la télévision IP, TNT ou satellite. Et ça, on le fait sur le même câble et sur la même prise au niveau du logement, donc c'est une prise RJ45. Donc ça, c'est vraiment ce qu'amène la norme XPC 90-483. Et comment ça fonctionne ? Effectivement, le tableau de communication qu'on peut voir sur le dessin va être l'élément central. Donc c'est ce qui va faire converger, c'est un câblage en étoile qui part de ce cerveau qui est le tableau de communication et qui va jusqu'aux équipements. À gauche, ce qu'on peut voir, en fait, c'est les différentes entrées qui vont être connectées sur le tableau de communication. Et donc, on va avoir effectivement Internet avec un raccordement en fibre optique ou pour la télévision, une antenne râteau, une antenne terrestre ou alors une parabole. Et donc, ces entrées vont être connectées sur le coffret de communication et ils vont pouvoir amener les différents services sur le même câble et sur la même prise.
Alors, on parle effectivement de 2 réseaux distincts. Pour les données, on appelle ça ICT, donc dans la norme. Donc, ça équivaut en fait à toute la transmission de données sur IP, qui va permettre d'alimenter, en fait, d'amener les données vers l'ordinateur, vers une caméra ou tout ce qui fonctionne en IP. Et puis, pour la partie télévision, on parle de BCTB, où là, effectivement, on va être sur la partie télévision haute fréquence, où on sait gérer en fait des fréquences satellites qui vont jusqu'à 2 gigas 150. Alors, ce que je voulais préciser aussi, c'est que, ça a un petit peu été évoqué en début de conférence, c'est que ce câblage, effectivement, c'est un petit peu la colonne vertébrale du réseau. C'est pas incompatible avec le Wi-Fi, parce que souvent, en fait, on oppose à tort un câblage filaire et du Wi-Fi. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une complémentarité entre les deux, et que finalement, le Wi-Fi, ça va permettre de gérer les derniers mètres, que ce soit dans une pièce finalement ou au sein d'un étage, et donc ça va être la complémentarité avec le câblage filaire. Donc la borne Wi-Fi, c'est un petit peu comme un équipement en fait qu'on va venir brancher sur la prise RJ45 et qui va permettre de diffuser du coup les données. Donc du côté des câbles, on a 2 types de câbles effectivement qui sont utilisés pour ça, qui sont précisés dans la norme 90-483. Donc ces 2 câbles, ce sont le grade 2 TV et le grade 3 TV. Ces 2 câbles sont capables de diffuser tous les signaux, donc téléphone, données et télévision, donc y compris la partie satellite. Et donc chaque câble, effectivement, doit être conforme à sa norme. Donc pour le grade 2 TV, c'est la norme 93-531-16. Le grade 3 TV, c'est la -17. Le grade 2 TV, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est le minimum exigé par la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, le grade 2 TV, il est prévu pour faire un débit de 1 gigabit, alors que pour le grade 3 TV, on va pouvoir aller au-delà et on va pouvoir aller jusqu'à 10 gigabits. Donc ça permet d'anticiper aussi les évolutions de débit qu'on aura avec la fibre optique. Une petite question. Les câbles qui ont été installés il y a de ça quelques années déjà, c'était déjà du grade 2 TV dans les logements? Alors, en fait... finalement, la question, quand je tire le fil, est-ce qu'on peut avoir des câbles finalement qui vont plus répondre à la norme qu'on a déjà installée dans les logements? Alors, cette norme, elle date de 2016, le tout début d'application de cette norme-là. Donc, c'est effectivement que depuis 2016 qu'on va trouver ces câbles grade 2 TV et grade 3 TV. L'évolution, ça concerne surtout la simplification, puisqu'en fait, avant, on avait différents types de câbles. Avant ça, on avait même du grade 1. Et donc, ce câble grade 1, par exemple, n'était pas fait pour diffuser la partie télévision. Donc, concrètement, l'arrêté du 3 août 2016, il a imposé d'avoir un seul câble, un câble universel, qui permet de diffuser tout. Donc, si je reprends la question, dans les anciens logements, alors, il n'y a pas d'obligation de changer le type de câble, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les anciens logements, c'est juste en cas de travaux où là, on peut être amené effectivement à refaire son installation et donc à passer ce type de câble. Mais ce qu'amène ce câblage, c'est surtout que ça simplifie, puisqu'en fait, on n'a plus qu'un seul câble pour tout diffuser, alors qu'avant ça, comme je disais, finalement, on pouvait avoir jusqu'à 3 câbles, donc un pour le téléphone, un pour les données et un pour la télévision. L'intérêt de ça, la simplification, c'est aussi la flexibilité. C'est-à-dire que avant, effectivement, on mettait, si on avait mis une prise coaxiale, il n'était pas question de mettre un ordinateur pour pouvoir se brancher. Alors que là, dans la mesure où le câble permet de diffuser tous les signaux, on sait que dans la vie du logement, les pièces se transforment, parfois par une chambre qui devient un bureau. Et donc, on va pouvoir effectivement, par brassage, changer le service qu'on veut affecter à une prise. En dehors donc, du coup, des câbles, il y a aussi des exigences qui sont fixées sur les composants pour que tout ça fonctionne correctement. Donc sur les prises RJ45 qui sont dans le coffret de communication ou au niveau des pièces, ces prises en fait doivent être compatibles. Donc c'est des prises RJ45 qui doivent être mentionnées comme compatibles grade 2 TV ou compatibles grade 3 TV. Donc généralement ça on le trouve maintenant dans la documentation des fabricants de connecteurs, dans les fiches techniques où ils précisent effectivement que ces composants sont adaptés pour un usage résidentiel.
Pour les cordons de brassage, c'est pareil, hein, donc on va avoir des cordons de brassage RJ45 et RJ45 qui là aussi doivent être mentionnés comme compatibles grade 2 TV ou grade 3 TV. Alors pourquoi cette notion de compatibilité, que ce soit sur les prises ou les cordons? C'est tout simplement parce qu'en fait, il y a des exigences supplémentaires qui s'appliquent sur ces composants, notamment pour la transmission de TV. Je parlais de satellite, effectivement, on va jusqu'à 2 Go 150, donc ça nécessite d'avoir des composants qui ont été testés jusque-là. À ne pas confondre effectivement avec les catégories, que ce soit en tout cas pour les câbles ou les composants. Quand on parle de catégorie 6 ou 6A, donc effectivement pour le tertiaire c'est ce qui est utilisé. Pour le résidentiel c'est pas adapté puisqu'effectivement ces câbles-là ne sont pas prévus pour la transmission de TV jusqu'à cette bande de fréquence. Donc ils ne sont pas utilisables dans le logement. Et puis, un dernier mot aussi sur l'esprit de la norme, sur l'exigence des composants. Donc, on a effectivement le cordon d'adaptation RJ45F qui, lui, va faire, en fait, son rôle, c'est de faire l'adaptation d'impédance entre, du coup, le câble coaxial, finalement, qui est en sortie F et la RJ45. Donc, il a ce rôle-là, donc le changement de connectique et l'adaptation d'impédance. Et donc, ce cordon d'adaptation, il est aussi couvert par une norme depuis l'année dernière. Donc, c'est la norme XPC 93-586-20. Donc, c'est important de choisir des composants, effectivement, conformes aux normes pour garantir un réseau de qualité. Et puis, enfin, il y a aussi une exigence de mise en service qui est fixée dans la norme. Donc, cette exigence de mise en service, en fait, elle est basée sur la prise télévision. Et donc, elle impose de fournir, en fait, au moment de l'entrée du logement par l'occupant, elle impose de fournir au moins, en fait, tout l'équipement pour qu'il y ait une prise du logement qui fonctionne pour la partie télévision. Donc, c'est-à-dire qu'il faut fournir, effectivement, le cordon d'adaptation pour qu'il y ait au moins une prise télévision qui soit correctement accordée dans le logement. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Voilà, mais on voit la mise en service. Justement, Adèle, on va continuer sous le contrôle de votre président qui est à côté. Donc, effectivement, il faut mettre en œuvre maintenant ces éléments-là. On a vu le matériel. Et donc là, pour éviter qu'il y ait des malfaçons, finalement, et pour que ça fonctionne correctement, pour qu'on puisse déployer les services. Exactement. Donc, on le voit, hein, le réseau de communication résidentielle devient, à travers la loi, à travers le décret d'août 2016, un élément structurel fondamental de tout logement neuf dont le permis de construire a été déposé après septembre 2016. Donc c'est vraiment un élément structurel au même titre qu'un réseau de fluide, d'eau ou d'électricité classique. Donc tout logement doit être équipé d'un tel réseau, et donc pour ce faire, pour avoir un réseau performant et pérenne, on se doit d'avoir le bon choix du matériel, comme a été dit par Julien. Et le fait d'avoir le bon matériel ne suffit pas, il faut aussi bien l'intégrer dans la structure. Et donc, on doit faire le bon choix avec la bonne installation. Donc, tout ce qui a été dit, Julien, il est retransmis ici. En fait, l'idée, c'est que tous les services qui arrivent dans un logement, que ce soit la télé, le téléphone, Internet, à travers le tableau de communication avec son volume maintenant, viennent diffuser à travers les câbles qu'a décrit Julien, grade 2 TV ou grade 3 TV, les différents signaux dans les différentes pièces. Donc, c'est très important d'avoir ces caractéristiques des composants, parce qu'en fait, si on choisit les mauvais composants, les mauvais câbles, les mauvais connecteurs, on risque d'avoir sur du moyen terme une mauvaise réception et une usure sur les signaux, une mauvaise réception des signaux, et du coup une mauvaise qualité dans les travaux et dans les équipements installés. Donc le choix du matériel est important, son installation est extrêmement importante, et donc l'intégration de l'ensemble est importante. D'où l'importance de la norme XPC 90-483 qui est en cours d'homologation pour devenir une norme à part entière, pour devenir une NFC 90-483. Et cette norme-là, en fait, c'est l'outil idéal pour répondre à l'ensemble des exigences du décret, de l'arrêté, pardon. Donc elle parle des choix de matériel, elle parle de leur intégration, mais elle impose aussi des essais. C'est-à-dire que tout intégrateur qui est amené à mettre en place un réseau de communication devra, avant de livrer son chantier, procéder à des niveaux d'essai, et à un niveau 1 et niveau 2. Les niveaux 1, bien sûr, ça permet
vérifier que l'ensemble des raccords, les 100% des liens entre le tableau de com et les différentes prises RJ45 sont fonctionnels, sont opérationnels, avec un testeur de câblage, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un test de continuité. Le niveau 2 aussi qui va permettre de mesurer et de certifier que le réseau qui a été installé supporte le 1 gigabit par seconde. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre un injecteur de signaux pour venir injecteur de débit avec un testeur de débit à l'arrivée pour savoir que sur le signal, le réseau supporte le 1 gigabit par seconde qui est réglementaire. Donc toutes ces démarches-là, ça demandera un certain matériel. Là, vous avez un peu une liste de matériel qu'il faut avoir, le testeur de débit, le testeur de continuité, un mesureur de champ, même un analyseur de réseau pour savoir si le réseau va au-delà, assure tout ce qui est IP. Donc tous ces matériels-là, si on doit livrer un réseau de com résidentiel qui réponde aux règles de l'art et aux exigences de la norme et aux exigences réglementaires, on devra avoir ce genre de matériel. Donc voilà. Et donc là, on est vraiment dans le logement. Et sachez qu'en amont de tableau de communication, il y a une autre norme aussi qui va apporter les différents services. C'est la XPC 90-486 qui, elle s'arrête au niveau du tableau de communication et qui va assurer l'ensemble de l'arrivée des services qu'on a listés tout à l'heure. Donc, avec les deux normes qu'on vient de lister, la 483 et la 486, on a les documents pertinents pour avoir un réseau de communication résidentielle de la colonne jusqu'aux prises 45. Donc nous, à la FFIE, on essaie vraiment de promouvoir ces deux normes parce qu'on a été autour de la table de la rédaction au sein du bureau de normalisation AFNOR pour justement avoir ce retour terrain et on a essayé de simplifier leur mise en pratique sur le terrain pour les simplifier au maximum pour nos intégrateurs. Donc les professionnels qui vont avoir à équiper les logements de ce genre de structure devront avoir connaissance de ce genre de documents. Et à la FFIE, on a essayé de faciliter encore plus la tâche en faisant des guides et des posters pour faciliter le message, pour que le message arrive vraiment aux bonnes personnes. Oui, ces normes-là, c'est expérimental, c'est ça pour XP aujourd'hui, c'est expérimental, donc ça devrait être applicable à quelle échéance? Son statut à celle-là, c'est une norme expérimentale, donc expérimentale, c'est-à-dire qu'elle a une durée d'expérimentation de 3 ans, renouvelable une fois, ça veut dire 2 fois 3 ans, ça fera 6 ans maximum, et après elle change de statut pour devenir une norme homologuée. C'est le cas de la 483. Voilà, donc la 483 est déjà en place. Voilà, elle a fait ces deux périodes d'expérimentation, c'est-à-dire 2 fois 3 ans. Et là, elle va être publiée en norme homologuée pour devenir une NFC. Et la norme 486, elle a fait une première période expérimentale de 3 ans. Et là, elle passe à sa deuxième période expérimentale. Et donc, pendant cette période expérimentale, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vraiment le retour des incohérences ou des questions que se posent les utilisateurs de normes. Et on essaie de le retranscrire dans la future version pour que la norme réponde vraiment aux problèmes et aux questions posées par la période expérimentale, justement. Président, finalement, il y a certains qui utilisent le terme médecin de famille, je parle pour l'intégrateur électricien, c'est le médecin de famille, le médecin du bâtiment, donc finalement une personne qui va venir régulièrement dans le bâtiment et on voit que, je prends un parallèle avec le stéthoscope, là ce sont en tout cas des équipements de contrôle pour venir effectivement s'assurer que tout fonctionne bien dans le bâtiment. On voit une évolution du métier aussi des intégrateurs électriciens. Oui, alors c'est vrai qu'un bâtiment vit, alors on peut penser au médecin de famille, effectivement, on peut jouer ce rôle. L'important, c'est que quand on livre un bâtiment, on n'est pas à revenir, parce que quand on livre un bâtiment, il n'y a pas de locataire ni d'accédant, ils arrivent après. Une fois la remise des clés faite. L'important, c'est qu'on ne perde pas de temps, ni pour l'entreprise, ni pour la personne qui va vivre dans le logement, parce que l'Internet ne fonctionne pas ou que ça a été mal câblé. Ça peut arriver. Donc, l'intérêt de faire un PV de recette contractuel, pas forcément en présence du client final, mais au moins, ce qu'elle va attester finalement de la qualité du réseau qui va être livré. Et permettre à l'entreprise finalement de ne pas revenir. Parce qu'il y a, dans les pannes, il y en a 2 sortes. Il y a les erreurs de branchement dues à la méconnaissance des résidents, ça peut arriver.
et des erreurs dues au technicien qui finalement a mal serré un câble ou mal serti le câble final sur une RJ45 et qui fait que ça fonctionne mal. Donc l'intérêt de ça, c'est de passer du temps pour finaliser ce qu'on appelle la recette, c'est-à-dire la bonne vérification par l'appareil de mesure du débit 1 giga ou 10 gigas sur la qualité du signal. Un câble plié suffit des fois pour amoindrir le signal. On ne le voit pas, c'est pas visuel en fait. On le voit uniquement avec la mesure. On met un émetteur à une extrémité du câble et le récepteur de l'autre côté. Et on voit le débit en fait. On fait un test de débit en vraie grandeur sur chaque point à contrôler, ce qui permet de vraiment vérifier la qualité du travail qui a été exécuté. Voilà, donc avec des instruments de mesure maintenant. Effectivement, pour Marc Leblanc, je sais que là, voilà, il y a un micro devant vous. Le régulateur aussi a poussé beaucoup à monter en qualité parce qu'il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de plaintes de particuliers qui avaient des réseaux, parce qu'on voit à quel point maintenant c'est central hein, dans les usages de particuliers qui disaient ça marche pas chez moi, et donc il y avait beaucoup de remontées. Et travailler sur la qualité de tous ces éléments, c'est un élément essentiel. Oui, quand on déploie une infrastructure haut débit, comme on en a parlé depuis le central de l'opérateur jusqu'au point de terminal, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, l'objectif c'est de faire bien du premier coup. Voilà, c'est aussi. Alors ça peut paraître stupide, mais voilà, faire bien du premier coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire maîtriser les règles de l'art, ça veut dire avoir les compétences, donc être formé, ça veut dire choisir les bons matériels, ça veut dire connaître les normes et les respecter. Alors j'enfonce beaucoup de portes ouvertes, mais effectivement, il y a encore d'ailleurs un certain nombre de cas où il y a des échecs, où il y a des malfaçons, parce que l'un ou l'autre de ces critères n'a pas été suivi. Alors effectivement, l'ARCEP, le régulateur, la NCT se sont beaucoup penchés sur ces questions, s'y penchent encore aussi beaucoup, parce qu'il ne faut pas oublier, ça a été dit, hein, c'est que quand le RTC ne sera plus là, donc quand le cuivre ne sera plus là, quand le réseau cuivre ne sera plus là, il faudra que le réseau fibre plus la partie terminale à l'intérieur des bâtiments, ça fonctionne. Et il ne faut jamais oublier ça. On parle beaucoup du décommissionnement du cuivre, ça veut dire qu'il faudra que les réseaux qui sont en train d'être déployés, fibre plus la partie terminale, il va falloir que ce soit de bonne qualité et à la qualité attendue pour aller soutenir les débits dont on a parlé, 1 giga, 10 gigas. Oui. Vincent, pour continuer, donc on voit effectivement à quel point finalement l'humain est un rôle central dans tout ça, parce qu'il faut les équipements, il y a les normes, mais il faut que les hommes et les femmes qui déploient tout ça soient en capacité de le faire correctement, et donc la formation joue aussi un rôle central. J'aurais tendance à dire même prédominant. Depuis tout à l'heure, on parle effectivement de qualité d'infrastructure et de réalisation du premier coup. Et c'est effectivement, à mon avis, le point le plus important. Aujourd'hui, plus que jamais, le bâtiment est connecté, on télétravaille. Donc si toutefois nos infrastructures ne fonctionnent pas correctement, ce n'est pas juste la musique dans le salon qui ne fonctionne plus, c'est peut-être le travail qui est mis en péril, c'est peut-être la communication qui ne va plus être. Et donc effectivement, il faut que les infrastructures soient construites et mises en place correctement. Alors, pour enchaîner là-dessus, Formapélec, donc créé il y a 50 ans, on a fêté notre demi-siècle au mois de décembre, fondé par la FFIE et le CERS. On est bien sûr principalement connu sur nos métiers du réseau électrique et sur la sécurisation des réseaux, les habilitations électriques, mais on fait également du courant faible. Le courant faible, on en a parlé tout à l'heure, c'est le bâtiment connecté, c'est la fibre optique, et on va revenir à tous ces métiers du contrôle du bâtiment aussi qui sont émergents en ce moment. Si je devais rappeler en quelques petits mots succincts, je dirais que la formation le plus compliquée aujourd'hui pour nous, c'est d'arriver à suivre le marché, c'est-à-dire l'effervescence qu'il peut y avoir. En ce moment, on l'entend, il y a l'IRVE, il y a surtout le photovoltaïque qui vient là-dessus, mais aussi à maintenir la qualité de formation pour les gens qui sont dans des métiers qui ne cessent d'évoluer. Et la fibre optique, il y a eu un plein boom, parce que voilà, c'était la tendance du moment, mais il ne faut pas oublier que la formation vient à rafraîchir la mémoire sur les pratiques, sur les normes, et que la formation, c'est un plus, c'est un gage de qualité. Alors, pour bien commencer, le célèbre quiz. Petite question du moment. Voilà, on a un petit quiz effectivement pour nous mettre en éveil intellectuel. Donc il y a une question, selon vous, dans quelle ville a eu lieu la première expérience FTTH,
C'est ça. Hein. Exactement. Je savais pas que. Ah oui, on a l'info en tout cas. Paris, Marseille, Biarritz. Ou Lille. Voilà. Alors, il y a Marc qui a la réponse. On va laisser le public voter. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Allez, Benjamin, on va afficher les résultats pour vous, cher public, qui êtes à distance. Voilà. C'est Lille qui gagne. Marc, alors, c'est quoi la bonne réponse? Peut-être on va laisser. Moi, non, Marc a raison. Je ne saurais pas dire. Ce n'est pas Lille. Alors, je n'ai rien inventé. Hein. Notre ami Google nous aide beaucoup sur l'historique. Donc, la première ville à avoir mené cette expérience, c'est Biarritz. Au début des années 80, donc je ne saurais peut-être pas faire aussi bien la genèse que Marc, mais c'était le premier test mondial à l'échelle d'une ville où les principaux services qu'on apportait donc aux administrés étaient la visiophonie, la télévision et déjà à l'époque la VOD pour mener ça donc en expérience. Donc on se rend compte que c'était il y a bien longtemps. Pour ma part, je suis pas trop vieux, mais je n'étais pas encore né. Donc voilà, ça prouve à quel moment ça a été lancé. Donc ça, c'était pour le petit quiz qui m'amène à vous dire, donc Format Pélec, bien évidemment, propose des formations qui sont reconnues et qui permettent aux entreprises d'être qualifiées. On parle, encore une fois, depuis tout à l'heure de qualité, et c'est vraiment le plus important, c'est savoir bien faire et garantir aux clients auprès desquels va se présenter l'entreprise qu'ils ont bien une qualité de service. Parce que je pense que tout à chacun, on est assez déçu quand ça ne marche pas du premier coup ou que ça tombe en panne. Donc on répond à des référentiels et bien évidemment Format Pélec est reconnu Calliope et AFAC pour ces formations. Je vais vous donner quelques grands noms. Le but n'est pas de faire la présentation du catalogue, mais plus de vous expliquer un peu la démarche. Sur les réseaux de communication, Format Pélec propose bien évidemment plusieurs formations, dont celles qui sont présentes à l'écran, donc le réseau de communication dans le bâtiment industriel et tertiaire, avec certains modules qui vont de la mise en œuvre et raccordement de la fibre, jusqu'à ce qu'on était en train d'évoquer, les mesures, savoir dépanner, analyser les pannes. Donc ces formations se passent sur un nombre de jours qui sont présentés là, entre autres à l'écran, et qui viennent donc permettre aux équipes de se rafraîchir sur les formations initiales qu'ils auraient eues. Ça vaut pour le résidentiel aussi, hein, je vois. Tout à fait, oui, okay. Exact. Alors, deuxième partie, donc la partie raccordement, déploiement THD. Donc là, on est vraiment sur l'élaboration de la fibre dans le bâtiment jusqu'à la colonne, jusqu'à l'arrivée donc chez la personne qui a souscrit à son abonnement, et après au dépannage et maintenance. Je vais vous donner quelques chiffres en graphique. On voit qu'en moyenne, Format Pélec forme une 50aine de personnes par an, donc c'est pas énorme, en tout cas pour nous. Hein. On ne se prétend pas être le plus gros organisme de formation sur la fibre, mais c'est pour vous donner une tendance qui va m'amener à parler d'un deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est les POC, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Là, on a des entreprises qui nous demandent de former leur personnel de façon à ce qu'il soit vraiment proactif. Parce qu'une formation, on intervient sur une thématique bien précise, mais ce n'est pas pour ça que la personne est opérationnelle sur le terrain. Le plus dur aujourd'hui pour les entreprises, c'est le recrutement, c'est de garder leur personnel, mais c'est surtout d'avoir du personnel qualifié qui sache intervenir sur tout le périmètre d'intervention. Donc nous, notre force chez Format Pélec, c'est cela, c'est d'accompagner les entreprises en leur présentant du personnel qualifié avec tout le périmètre d'intervention autour de la thématique principale. Donc entre autres, ça peut être du travail en hauteur, ça peut être du CACES, pour permettre justement d'avoir une formation le plus complète possible. Oui, donc ça c'est une formation là, pour tous les métiers qu'on a décrits précédemment. Tout à fait. Et ce que je vois, c'est 330 heures de formation, c'est ça Alors, en centre de formation, plus 70 heures de stage en entreprise, mais il peut y avoir d'autres versions, on peut un peu les customiser, on va dire ça comme ça, et dans ces 330 heures, on vient, pourquoi pas, faire un peu à la carte en formation en fonction des besoins des entreprises. Oui. Et il y a une base, finalement, il y a un prérequis avant de commencer cette formation ? Alors pas forcément, on s'adresse entre autres avec les POC sur des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui donc du coup vont justement tout apprendre. D'où l'intérêt de voir les différentes thématiques parce que certains, je vais un peu exagérer mes propos, mais n'ont peut-être jamais fait d'électricité de leur vie et vont demain vouloir choisir cette formation. Donc c'est pour ça qu'on les accompagne sur tout ce qui va autour aussi. Alors je vais vous montrer quelques chiffres qui sont un peu plus intéressants du coup.
on voit quelle est l'évolution des demandes en termes de POC. Encore une fois, je pense qu'on répond à une problématique qui est générale en ce moment, c'est d'avoir des gens qui sachent tout faire du jour au lendemain. On est dans un monde où tout va toujours plus vite. La formation, c'est pas le plus sexy du monde pour ceux qui nous écoutent. On fait perdre du temps à vos employés, ça vous coûte de l'argent, ils se déplacent. C'est jamais très sympa pour un entrepreneur que de voir ses effectifs partir. Donc, oui, mais c'est aussi, je vous fais la vente. La pub, aussi, merci. La pub, c'est aussi, ça permet d'aller sur des nouveaux marchés. Ce que j'entends, c'est la qualité aussi, donc c'est des économies sur les coûts qui pourraient être induits par une mauvaise qualité. Donc finalement, j'imagine l'entreprise s'y retrouve, même si elle investit, elle s'y retrouve assez rapidement. Ah oui, bien sûr, mais on était en train d'évoquer tout à l'heure plusieurs thématiques et le président l'a rappelé. On parle aujourd'hui des problèmes énergétiques, donc les gens ont entendu parler des véhicules électriques, on part sur l'IRVE. Après, on entend, bah oui, mais on n'a plus d'électricité, alors il faut du photovoltaïque, donc on part sur le photovoltaïque. Et puis on oublie que tous ces systèmes, ils vont être interconnectés et entre autres, grâce à la fibre. Donc moi, merci pour cette belle publicité. Bien sûr, on en est les premiers convaincus, il faut continuer à former et à maintenir les intégrateurs électriciens. Pour autant, et malheureusement, ce n'est pas toujours gagné. Donc ça, ce sont pour les principaux chiffres donc des POC, encore une fois, qui montrent que les entreprises n'ont plus trop de temps à perdre, très clairement, et veulent des gens opérationnels. Donc clairement, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a présenté, les POC donc, bousculent l'activité en 2019. 2015, c'est pas le tout début chez Formapelec, mais presque, c'est 44 stagiaires par an, donc c'est rien, hein, très clairement. Encore une fois, on ne se revendique pas être le plus gros organisme de formation en courant faible, mais on voit une année record en 2022 sur les POC avec 294 personnes formées et seulement 51 stagiaires. Donc encore une fois, le message que je voulais faire passer, c'est que la faculté de Formapelec, c'est de construire des formations qui répondent aux besoins des entreprises et non pas juste à proposer des stages voilà, comme ça, thématique par thématique et point par point, même si on le fait bien évidemment. Oui, parce qu'il faudrait, ce que vous disiez, il faut pas avoir c'est compliqué aussi pour les entreprises avec tous ces nouveaux métiers de ne pas avoir une approche schizophrénique, de partir un coup à droite, un coup à gauche. Donc il faut aussi définir, j'imagine, pour les entreprises une stratégie et donc une stratégie de formation. Ouais. Tout à fait, c'est exact. Voilà, en termes de, vous avez une autre diapo ? Voilà, bah ça c'est la diapo avec les coordonnées. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Allez, on va tout de suite terminer effectivement sur la partie qualité. On a commencé, on vous a préparé le travail Arnaud hein, sur la partie qualité avec Consuel et le contrôle, parce qu'effectivement on voit à quel point c'est nécessaire d'avoir une qualité à la fois des équipements, des formations, pour in fine, quand on fait le contrôle, tout fonctionne bien parce que du coup on peut certifier un logement. Je dirais que globalement déjà tout a été dit, donc je n'ai plus grand chose à redire. Si quand même. Donc déjà le cadre, Consuel, on a été créé en 1964, donc on va bientôt fêter nos 60 ans. Voilà. Donc on est toujours en forme et on a vraiment pleinement conscience que donc Consuel, ça veut dire Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, mais on est convaincu que la sécurité d'accès au numérique demain sera une partie prenante de l'ensemble de la protection des gens. Alors je vais prendre un exemple tout bête. Là au mois d'octobre, il y avait des grèves, on dit on va couper l'électricité. On entend on va fermer les écoles. Alors moi, bête et méchant, je me dis, tiens, c'est quoi le rapport ? Je coupe l'électricité, je peux quand même aller en cours, quoi. Un livre, c'est un livre. Ouais, mais après, oui, mais si je coupe l'électricité, c'est-à-dire que je coupe les systèmes de sécurité, c'est-à-dire que j'ai plus de réseau de communication, donc tout est fermé. Je dis, oups. Donc voilà, donc c'est vraiment cet aspect sécuritaire qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que l'électricité est une chose, et la partie vraiment courant faible permet vraiment d'organiser, de vraiment mettre en marche tous ces différents éléments. Je veux dire que mon fils était content du coup. Alors maintenant, si on coupe l'électricité, on ne va plus à l'école. Il y en a certains qui vont être contents. Et si on coupe l'électricité, on coupe aussi les réseaux. Donc on n'a plus YouTube, on ne peut plus jouer, on n'a plus de divertissement. Bon, pour la partie plaisante, on peut avoir des problèmes au niveau de tout ce qui est télémédecine, télétravail, etc. etc. Ouais, donc c'est vraiment pas neutre. Donc pour cela, Consuel a créé des attestations de conformité dédiées partie courant faible au sens large. Alors on va dire que le courant faible, c'est tout ce qui n'est pas courant fort. Donc ça considère tout ce qui est réseau de communication résidentiel. Notre produit historique est lié à la partie télédistribution radiofréquence et la partie fibre optique.
Donc, historiquement, on s'appelait COSAHEL. On a changé de nom en s'appelant Consuel Courant Faible, mais vraiment avec cette idée de... On a toute notre légitimité à en faire partie, parce que cette sécurité d'accès au réseau numérique est vraiment quelque chose de très important. Et on a vraiment travaillé le tout sur ces 3 axes qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, mais qui sont la compétence des installateurs compétents et formés pour faire les choses, la pérennité des installations par le respect des réglementations en vigueur, et surtout et principalement la satisfaction des utilisateurs finaux. Parce qu'il n'y a rien de plus déceptif. Mon réseau ne fonctionne pas, oh bah c'est bon, je ne l'utiliserai plus, j'allume le Wi-Fi, ça fonctionne plus ou moins bien et je verrai demain. Et il faut vraiment, comme ce qui a été dit, c'est du premier coup, il faut que ça fonctionne. Sinon, le côté déceptif de l'utilisation sera trop importante. Alors, juste pour avoir un petit peu de recul par rapport à tout ça, hein, c'est hier, les usages technologiques étaient principalement basés sur l'usage professionnel. On était là pour faire de la productivité, on automatisait les tâches, etc. Mais aujourd'hui, on est vraiment rentré dans un usage social. Tout est connecté, on est connecté, mon immeuble est connecté, ma télé est connectée, tout est connecté. Et le petit dessin de droite, hein, c'est vraiment la fonction. J'ai une fonction qui a été soit demandée par l'utilisateur ou on a créé le besoin. Moi, je parlais par exemple des réseaux sociaux. Donc, les technologies ont dû s'adapter. En adaptant les technologies, je crée de nouveaux besoins. Donc, je vais avoir des utilisateurs qui vont en avoir d'autres, etc. Donc, maintenant, tout est imbriqué. Même l'usage du numérique, c'est auto-imbriqué. C'est je crée du besoin, l'utilisateur va l'utiliser, donc je crée des technos, donc mes technos vont créer des besoins, etc. etc. Donc c'est vraiment, on est dans une boucle où, quoi qu'il arrive, demain, je devrais l'utiliser. Bon, là, la célèbre image, hier, une prise d'une fonction, aujourd'hui, une prise multiservice qui permet vraiment d'avoir plusieurs fonctions. Donc, on est convaincu que ça doit aussi s'adapter au logement existant. Je refais un logement, autant refaire aussi son réseau de com, parce que ce sera demain le vecteur qui va porter tous les services qu'on pourra amener vraiment dans ce logement. C'est pas juste dire tiens, je change une prise, c'est cassé, ma prise téléphonique ma prise T, je la remplace, je mets énergie 45, je branche juste 2 fils et ça ira bien. Non, c'est pas ça. C'est demain je dois comme anticiper les futurs usages de demain. Oui, d'ailleurs, je fais un petit aparté. Je pense que les bailleurs sociaux, là on parle du grand âge, de la silver economy. Les bailleurs sociaux, aujourd'hui, quand il y a une personne qui part, ils refont toute l'électricité du logement aussi pour prévoir l'adaptabilité des logements, hein, me semble-t-il. Oui, ils essayent au maximum de s'adapter. Justement, alors les bailleurs sociaux, c'est un bon sujet, bon, ça n'a rien à voir, mais ils essayent vraiment de toujours s'adapter aux personnes qui vont rentrer dedans. Ils essayent vraiment d'entretenir leur parc, ils essayent de toujours faire au mieux pour assurer la sécurité des gens, les services, etc. Et donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel ils commencent à être de plus en plus sensibles. C'est vraiment cet aspect du maintien à domicile, du télétravail, ça commence à vraiment rentrer dans des éléments probants. Donc, alors, le réseau de communication dans le résidentiel, finalement, c'est un élément terminal, mais ça va vraiment de la chambre de tirage, hein, qui est dans la rue, au bout de la prise. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pour que ça fonctionne au bout de la RJ45, il y a beaucoup de petites choses à savoir, beaucoup de textes, de normes, des super guides, des STAS, des règlements, des arrêtés, des décrets, des normes, tout plein de choses. Alors, l'idée, c'est pas forcément de toutes les maîtriser, parce que ça peut être un peu compliqué, mais c'est déjà de savoir qu'elles existent, et surtout qu'elles sont toutes interdépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes, mais il n'y en a aucun qui va contredire l'autre. Chaque texte, finalement, renforce un point d'un élément. C'est quel type de câble, quel type de prise, comment je fais mon réseau, etc. Et il y a toute une logique vraiment à appréhender pour arriver à ce que j'appelle de la rue à la prise. C'est comment je fais mon réseau fibre, comment je vais faire ma colonne de communication, comment je vais faire mon réseau de communication. Et vraiment, tout est imbriqué, tout doit être appréhendé un petit peu, on va dire, dans la totalité. Je ne peux pas juste me dire je tire un câble et je m'arrête là. C'est vraiment une totalité pour que ce soit fonctionnel et surtout pour que la satisfaction de l'utilisateur final soit vraiment présente. Donc là, ça peut sembler un peu simpliste, hein, mais l'électricité, il ne faut pas que ça électrocute. L'eau, ça ne doit pas fuir. Le gaz, ça ne doit pas exploser. Mais tout ce qu'on demande au courant flex, c'est que ça fonctionne.
Parce que si ça ne fonctionne pas, je n'ai plus accès à rien. Voilà, je peux plus travailler, je peux plus faire mes comptes, je peux plus me divertir, je peux quasiment plus, enfin la télémédecine, etc. Donc c'est vraiment cette notion de sécurité d'accès au numérique qui est vraiment quelque chose de très très prenant. Donc on est partisan d'une expérience utilisateur positive. Donc il faut que les installations soient fonctionnelles et simples d'emploi. C'est bien fait du premier coup, je me branche, ça fonctionne, je suis content. Voilà. Sinon, c'est un peu dommage. Pour les installations complexes, on parle de nouveaux métiers, de nouvelles façons de faire. Voilà, les intégrateurs ont commencé à développer beaucoup de choses. Il y a des nouveaux métiers type opérateurs locaux de services numériques qui apparaissent. Quand on doit faire l'entretien, vu qu'il y a tellement de métiers qui sont imbriqués, de la gestion de flux, de la gestion de data, de la maintenance, du remplacement d'appareils, de gestion des IP, enfin tout plein de choses. Donc maintenant, on commence à vraiment se spécialiser dans certains métiers. Et moi, en tant qu'organisme de vérification, je suis vraiment à la fin. Donc la réglementation, elle encadre ce qu'il faut faire. La formation va la structurer. C'est voilà ce que veut la réglementation, voilà comment il faut le faire. Et il n'y a que la vérification finale qui va valider ce qui a été réalisé. Donc quelque part, je dois savoir un petit peu comment ça se passe de la rue au bout de la prise. Voilà, pour pouvoir appréhender vraiment dans l'intégralité l'ensemble du réseau. Et surtout, la vérification qui est faite par une tierce partie, c'est la seule façon de pouvoir garantir une neutralité. Je pars pour Consuel, moi, que ce soit bon ou pas bon, c'est neutre pour moi. Je vérifie une installation. Je préfère quand c'est bien fait, hein, c'est plus facile pour moi, mon rapport est plus rapidement rédigé. Mais je ne vérifie pas un installateur, je vérifie vraiment une installation. Donc c'est vraiment cette notion de neutralité, d'impartialité qui est vraiment toujours à prendre en considération. C'est bien ou c'est pas bien. Donc dans la rue, le déploiement de la fibre, qui est quelque chose de très important aussi, parce qu'on va optimiser les très haut débit, parce que demain, il va y avoir une multiplication des usages, et le respect du guide objectif fibre, c'est vraiment ça qui va garantir cette bonne réalisation de travaux. Donc vraiment, il y a d'excellents guides, donc vraiment utilisez-les, il y a tout dedans, donc autant que ce soit bien fait. Et surtout, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'on n'utilise pas assez les réseaux. Je m'explique, on peut arriver au giga et finalement on les utilise très peu. C'est-à-dire que les réseaux sont limite sous-utilisés. On pourrait en faire beaucoup, beaucoup plus en utilisation de data, etc. Et on ne va pas jusqu'au bout. Alors que le réseau est capable de l'assumer et de l'assurer. Donc dans l'immeuble, avec les colonnes de service, donc là on revient sur la XPC 90-486, où il y a des colonnes de service, parce que demain, moi je suis parfaitement connecté avec mon téléphone, ma voiture est connectée, limite, mon téléviseur est connecté, dans la rue, j'ai aucun problème, mais arrivé dans mon immeuble, pourquoi j'arriverais dans une brique morte qui ne communique pas ? Mes ascenseurs, ils sont connectés en carte SIM, c'est bof. Mes ascenseurs, est-ce que je peux assurer la maintenance ? Je sais combien de fois ils ont monté, descendu. Est-ce que je peux anticiper une certaine maintenance ? Mes VMC, elles tournent bien ou pas ? Mes chaufferies, elles sont dans quel état ? Mes pompes de relevage, elles sont comment ? Etc. Donc demain, toutes ces colonnes de services fonctionnelles vont pouvoir m'assurer quelque part une maintenance préventive. Je sais où j'en suis, je sais combien de fois ça a été ouvert, combien de fois ça a été fermé. Donc je vais pouvoir anticiper, et toujours pareil derrière, fournir du service pour garantir vraiment que tout fonctionne bien. Et donc ça, c'est un vrai travail d'optimisation. Et je reviens sur ce qui a été dit, l'infrastructure cuivre, ce n'est pas une finalité, c'est une infrastructure. Rien ne m'empêche de rajouter des éléments connectés sur ce réseau. L'idée, c'est d'avoir un réseau structuré et parfaitement calibré pour pouvoir supporter la charge. Et dans le logement, on est arrivé sur la future NFC 90-483, où je vais avoir tout qui va être branché, raccordé, justement, pour pouvoir avoir cette infrastructure fiable et pérenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon bout de cuivre, je sais je peux lui faire passer différentes informations, il arrivera à les assumer. Demain, hier, j'étais en Wi-Fi 5, aujourd'hui, je suis en Wi-Fi 6, après-demain, je suis en Wi-Fi 7, après, bref. Dans 10 ans, j'en serai où ? Avec mes réseaux sans fil. Est-ce que mes réseaux sans fil, quand ils deviendront caducs, mon réseau cuivre, lui, il sera quand même capable d'assurer des nouveaux protocoles, des nouveaux éléments de communication. On pourra faire du PoE,
on pourra faire tout plein de choses sur un réseau cuivre qu'on ne peut pas faire avec du sans-fil. Le sans-fil et le filaire ne sont pas antinomiques, mais ils sont complémentaires. Voilà. Et pour moi, la base, c'est tout équipement fixe doit être accordé sur un réseau fixe. J'ai une télé connectée avec une prise RJ45, j'ai une prise RJ45 qui est juste à côté. Pourquoi je vais la brancher en Wi-Fi? Il n'y a aucun intérêt. Bon, voilà, je vous avais mis un... Mais bon, j'ai déjà eu les réponses qui ont été dites. Donc, si, on va le faire là, parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, là c'est une petite révision, on va le faire ensemble. Quels sont les seuls câbles à paire torsadés autorisés en logement? Le catégorie 5, catégorie 6, grade 2 TV, grade 3 TV. Même moi je serais presque capable de répondre. Allez, je vais donner un indice. On vous pour laisse... les permis déposés après le 1er septembre 2016. Allez, 2016, ah oui. Donc allez, on vous laisse répondre 5 secondes, 4, 3, Benjamin t'as pu 2, 1... 0, voilà, allez, 1 ou 2 secondes de plus, c'est bon? La C et la D, alors voilà. À minima, grade 2 TV, recommandé grade 3 TV. Allez, une petite question. Ah, il y en a une autre. Une autre. Combien de noyaux RJ45 doit contenir à minima un bandeau de brassage? Il n'y a pas de minimum, 2, 4 ou 8. Alors là, vous savez, là, sur la table ronde. Allez, Adèle, peut-être on peut donner la réponse. Oui, la C, 4, Benjamin. Voilà, c'est bon. C'est bien, cher public qui est avec nous à distance, vous avez bien répondu. Alors juste comme ça, s'il y en a plus à alimenter, on en rajoute d'autres. Si j'ai 6 prises dans le logement, je vais mettre 6 noyaux au tableau de com. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme on dit. Donc voilà. J'ai autant de noyaux dans mon tableau de com que j'ai de prises à alimenter avec un minimum de 4. Donc, alors un autre sujet, j'anticipe un petit peu, mais donc là je parlais du 4e fluide qui était vraiment le réseau numérique, mais demain on va vraiment parler de bâtiments connectés, de gestion et de pilotage des énergies, et finalement on se rend compte que tout le réseau fibre, les bâtiments connectés, les XPC 90486, la future NFC 90483, finalement je suis en train de créer mes infrastructures pour arriver un petit peu au futur monde du bâtiment connecté, de la Smart City. Une fois que j'aurai mes infrastructures, je peux regrouper les choses. Mais tant que je n'ai pas encore toutes ces infrastructures, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, on arrive vraiment dans les facteurs de la multitechnicité, des bâtiments où je vais avoir du panneau photovoltaïque, avec des IRVE, avec des batteries, etc. Je vais avoir plein de sources d'énergie possibles et potentielles qui seront présentes. Donc, je vais pouvoir essayer de les faire communiquer. Alors sur l'aspect technique, c'est faisable. Bon, après de l'aspect réglementaire, on est un autre. Mais techniquement, aujourd'hui, on sait tout faire. Il faut juste c'est passer le cap. Alors je prends toujours l'image. Mes bâtiments sont de mieux en mieux isolés. Ils sont très bien ventilés. Point de vue isolation thermique, je ne peux pas faire mieux. Demain, la seule façon que je vais avoir de faire d'économie d'énergie, c'est de la piloter au mieux. Donc je pense vraiment que la data va vraiment devenir le 5e fluide. Comme on peut avoir les infrastructures, la superstructure dans un bâtiment, et la cyberstructure, mais pas au niveau vraiment le mot cyber, va vraiment devenir une partie importante au niveau de tout ce qui va être construction, îlot de construction et réflexion sur le bâtiment collectif. Pour information, Consuel a déménagé, donc j'en profite. Voilà, depuis le 1er mars, on a déménagé, donc on a même changé de téléphone. Voilà, donc j'en profite vu qu'il y a du monde. C'était pour communiquer un peu plus largement là-dessus. Sur IP, j'imagine le téléphone maintenant. Ah toujours, ça fait un bout de temps. Alors, si j'ai 2 minutes et que je peux revenir sur cette notion de télétravail et téléphone sur IP, le Wi-Fi, ce n'est pas fait pour un téléphone fixe IP de bureau, quand on est en télétravail, c'est branché sur un réseau RJ45 fixe. Alors, une question, Adèle. Merci à vous, Arnaud, là, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a un lien là, sur finalement, ce que je n'ai pas vu, c'est des chiffres de conformité ou non-conformité sur les installations au courant faible est-ce que vous avez quelques chiffres? Et est-ce que, du coup, ce que propose Adèle, en tout cas le travail que fait la FFIE avec l'AFNOR sur les normes de contrôle en fin de chantier, est-ce que ça va augmenter la conformité sur les installations? Je crois qu'on était dans une réunion bienveillante. Alors, comment dire,
J'ai des chantiers où j'ai près du 100% d'erreur. Vous avez des chantiers où il n'y a pas de 100% d'erreur. Non, oui, je suis à presque 100% d'erreur. Oui, mais... Donc, j'ai fait des contrôles où il n'y a rien qui fonctionne. Ah oui. Mais ça veut dire quand on dit rien qui fonctionne, c'est pas en conformité, mais ça veut dire que ça peut fonctionner quand même ou c'est dégradé. Ça marche pas du tout. Je reviens toujours sur... Alors, ça peut fonctionner... C'est du bricolage, dans le sens qu'il y a des normes, pour assurer la pérennité des installations. Oui, je vais peut-être fonctionner, mais là, je vais parler un peu technique, mais quand il me manque une paire, je passe à 100 mégas, alors que je dois assurer le giga. Quand je rajoute des drains, c'est pour des performances électromagnétiques, pour protéger mon installation pour la pérennité. Quand c'est pas raccordé, c'est pas bon. Voilà, il y a Est-ce que ça c'est un cas, juste, on va y venir, est-ce que c'est un cas, c'est l'exemple où c'est un peu la règle finalement, qu'il y a quand même beaucoup de problèmes, ou est-ce qu'il y a, finalement, pour être positif, est-ce qu'il y a encore du travail pour arriver en niveau de qualité pour que ça fonctionne bien? Ah, du travail, il y en a. Hein. Oui. C'est très important ce que tu viens de dire. Nous, à la FFIE, on essaye vraiment de promouvoir déjà l'attestation courant faible, bien qu'il n'est pas obligatoire. Nous, on l'encourage, on l'encourage à ce qu'il devienne obligatoire, parce que nous, nos adhérents à la FFIE, lorsqu'ils délivrent un chantier, ils marquent bien sur leur compte-rendu de fin de chantier, comme quoi toutes les prises ont été testées et ont répondu à l'ensemble des essais. Et le fait d'avoir ce AC courant faible, c'est pour eux une plus-value par rapport au travail réalisé, et ça leur évitera vraiment d'avoir des contestations par rapport à leurs clients ou par rapport à leurs donneurs d'ordre. Donc l'attestation courant faible, pour nous, c'est vraiment un gage de garantie d'un travail pérenne et fonctionnel qui va permettre justement de justifier la qualité de ce travail et à la fois la qualité du matériel installé. Est-ce que Julien, il ne faut pas pousser les promoteurs finalement à obliger à fournir cette attestation de courant faible pour assurer un niveau de qualité pour leurs clients? Parce que finalement, si on vend un appartement et puis derrière ça ne fonctionne pas, ou on fait une rénovation globale et puis derrière ça ne fonctionne pas, du coup tout le monde est ennuyé. Effectivement, ça c'est un enjeu, c'est d'aller vers ça. Alors on parlait sur la partie contrôle, effectivement, la norme impose déjà des contrôles de niveau 1 et de niveau 2. Aujourd'hui, c'est un point déjà par rapport à ça, c'est que la norme l'impose, mais ce n'est pas toujours fait réellement. Donc il faut qu'on aille plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'effectivement, l'enjeu pour tout le monde, c'est que les réseaux fonctionnent. Donc ça, c'est un point fondamental. Voilà, le réseau qui a été fait doit fonctionner. Oui, parce que comme disait Marc, si j'ai bien compris, on va démonter le cuivre et on va être ennuyé si ça ne fonctionne pas. Oui, c'est avant. Alors, il y a un autre sujet aussi, je dérive un petit peu, mais c'est un sujet aussi qui nous concerne tous, c'est qu'aujourd'hui, quand on revient sur ne serait-ce que les bâtiments aussi existants, on fait par exemple dans le domaine de l'énergétique, on fait des diagnostics pour la partie performance énergétique. Tous les sujets dont on parle là sont fondamentaux. Hein. Effectivement, Arnaud disait la data, c'est le cinquième fluide. Il y a certainement une réflexion à se poser aussi si dans le logement existant, il ne faudrait pas un diagnostic de la même façon qu'on fait pour le diagnostic de performance énergétique, un diagnostic à faire sur la partie effectivement courant faible, oui. Puisque maintenant c'est indispensable pour tout le monde, quoi. Oui. Marc, peut-être il y a des travaux qui sont faits là-dessus avec le régulateur. Je sais que vous travaillez beaucoup avec le régulateur, mais en tout cas, est-ce que ça va venir dans quelques années? Alors, sur un diagnostic numérique, pas à ma connaissance, mais je pense que c'est effectivement un vrai sujet. Et je voudrais quand même rappeler que quand on parle d'infrastructure numérique, l'infra, elle ne s'arrête pas au pied de l'immeuble ou elle ne s'arrête pas à la porte de la maison. Elle va jusqu'à la pièce. Voilà, moi je reviens, je rebondis aussi sur ce qu'a dit le consuel, sur ce qui a été dit par tous. Le raccordement des abonnés à la fibre, puis ensuite le déploiement à l'intérieur du logement, il y a encore énormément à faire. On n'a pas beaucoup parlé de chiffres, mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui en France, il y a à peu près 40 millions de locaux, il y a 18 millions de raccordés à la fibre. J'entends partout dire que le plan France Très Haut Débit est terminé. Je voudrais juste rappeler qu'il reste, si vous calculez correctement, il reste juste 22 millions d'abonnés à raccorder à la fibre. Donc, on a besoin
de continuer. On a besoin d'avoir des personnels formés qui interviennent correctement pour faire ce raccordement à la fibre, qui ensuite vont être capables de passer sur la partie interne. Donc voilà. Faut pas partir du principe qu'aujourd'hui tous les bâtiments offrent du très haut débit, fait dans les règles de l'art, contrôlé. Ça a été dit par toutes les personnes autour de la table. Donc il y a un business qui est très important, qui reste à faire. Ça a été dit qu'il faut que ce soit fait vite, il faut que ce soit fait bien surtout. C'est pas incompatible de faire vite et bien. Si vous voulez faire vite et bien, ça veut dire faire bien du premier coup. Je le rappelle, ça a été répété par tout le monde. Et c'est possible de faire bien du premier coup. C'est pas un exploit. Pour peu que vous utilisiez effectivement les bons composants, les bonnes règles de l'art par des personnels formés, faire bien du premier coup, ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme. Oui. Voilà. Effectivement, et puis on voit à quel point ça coûte aussi à tout le monde quand c'est pas fait correctement du premier coup. Alors on a des questions, Benjamin, du public. Vous en avez dans la salle aussi? Levez la main si vous avez des questions dans la salle. Voilà, on aura une question aussi dans la salle. Allez, on va en prendre deux comme ça. Je vois qu'il nous reste quelques minutes. Oui, alors on a une question. C'est quelle date de publication prévue pour la NFC 90-483? Adèle? Alors, très bonne question. La demande d'homologation a été envoyée en janvier 2023. Et normalement, à partir de mars cette année, ce mois-ci, la publication de la NFC 90-401 devrait être officialisée. Mais, il y a un mais, il risque d'y avoir des travaux de révision si le passage de XPC à NFC vont nécessiter une certaine adaptation. Donc là, on va voir ça dans le mois de mars. Voilà, merci Adèle pour cette précision. Une question dans le public. Ça marche. Bonjour à tous, Sébastien Olivier, consuel, directeur client. Donc je remercie Arnaud pour son intervention et l'ensemble des personnes présentes. Je voulais juste ajouter un complément. Alors c'est peut-être pas forcément une question. Sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, effectivement, il a été très bienveillant. Juste pour appuyer sur ce qui a été dit par Aldric et la FFIE, effectivement, sur cette obligation de contrôle, en fait, aujourd'hui, il y a quand même très très peu de certificats de conformité. En tout cas, si on avait affiché des chiffres, il l'aurait montré. Donc voilà, c'était juste pour vraiment inviter l'ensemble des parties prenantes et des installateurs, intégrateurs, électriciens à produire ce gage de qualité qui valorisera aussi leur travail, évidemment, et permettra aussi de satisfaire, évidemment, l'ensemble des usagers. Donc ça, c'était un premier point. Et réagir à ce qui a été dit aussi, alors j'ai oublié votre prénom, pardon, de Sicabel. Julien, voilà, sur ce qu'on pourrait appeler demain le diagnostic de performance numérique dans l'existant qui semble évidemment, en tout cas, on mène un certain nombre d'actions, nous, avec les bailleurs sociaux, sur un diagnostic qui s'appelle l'analyse des parties communes, qui intègre le courant fort, le courant faible, et évidemment qu'il devient stratégique demain d'intégrer dans les plans de sécurité patrimoniaux cette dimension courant faible et valoriser encore une fois la profession et l'ensemble des installateurs et de la filière qui travaillent pour que voilà, les enjeux sociétaux soient demain possibles et permis à travers les infrastructures. Oui. On voit aussi, merci Sébastien pour cette précision, on voit aussi que dans les logements, il y a des gens qui travaillent de plus en plus maintenant. Donc pour les entreprises qui permettent à leurs collaborateurs d'être en télétravail, il faut qu'ils s'assurent que ça fonctionne correctement dans le logement. Et donc, est-ce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui demandent des certificats pour s'assurer que ça fonctionne correctement, des certificats consuels ou pas? Alors, on avait créé un produit, on fait du diagnostic télétravail, on avait rajouté dedans une option performance numérique où justement on vérifiait le réseau, etc. Ouais. Il se trouve que dans beaucoup d'entreprises, tu branches ton ordi, tu as du Wi-Fi, c'est bon, ton Zoom il fonctionne ou ton Teams, c'est bon, tu devrais pouvoir bosser. Et si tu peux pas, tu reviens au bureau. Oui, donc c'était pas encore complètement un niveau de qualité suffisant. Bon, mais ça va venir. Mais ce qui est très surprenant, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont des réseaux qui sont pas bons. Alors ce qu'ils font, ils mettent leur box Wi-Fi qui est peut-être au niveau de la porte d'entrée. Ils travaillent au fin fond de l'appartement. Ils ont un réseau qui avance pas, quoi.
il y a des grosses lenteurs, il y a des pertes de rendement, d'efficience, de productivité du salarié. Et ça, non, c'est pas grave. Ah oui. Je ne comprends pas forcément pourquoi on se limite à se dire « Oh, bah, tu as réussi à travailler pendant qu'on était confinés, oh, bah, tu devrais pouvoir réussir à le refaire aujourd'hui. » Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, on peut optimiser. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de choses. Enfin, situation d'urgence, ok, mais en situation standard, non, on essaie d'optimiser, on essaie de rendre les choses beaucoup plus efficientes qu'elles ne le sont, quoi. Et je suis très surpris un petit peu que les entreprises n'aillent pas plus loin dans cette recherche de bon débit. Oui, parce que tout le monde a y gagné. Tout à fait. Julien, on voit que les réseaux, on parle depuis la rue, finalement, ce que je viens de découvrir, c'est que finalement, on commence très loin du bâtiment, mais ça a été installé il y a ça quelques années. Est-ce que ça avait été prévu et pensé avec l'explosion de tous les usages qui seraient faits, des débits dont on aurait besoin? Est-ce qu'il va falloir faire repasser pour refaire ces infrastructures qui sont dans les rues? Alors, la fibre optique, il faut savoir qu'elle est prévue pour faire passer... en termes de débit, elle peut faire passer beaucoup plus qu'un gigabit aujourd'hui, hein. Donc, quand l'installation est faite correctement... aujourd'hui, on a des offres effectivement côté opérateur télécom qui sont limitées à 1 giga. Certains proposent au-delà, mais concrètement, la fibre, elle supporte beaucoup plus qu'un gigabit. Mais encore faut-il effectivement que l'installation ait été faite dans les règles de l'art. Ça, c'est dans le bâtiment, mais dans tout ce qui a été installé dans les rues, en amont. Quand on est... je parle bien en amont du bâtiment. Hein, ouais. Là, c'est là qu'on a la fibre optique qui arrive jusqu'au bâtiment. Ouais, ok. Oui, donc c'est chacun des brins, finalement, des fibres en elles-mêmes. Voilà, donc vous avez répondu à la question. Alors, on va terminer. Allez, une dernière question. Il y avait une question ? Benjamin, Morgane. Voilà, juste une question du public, à distance, alors. Alors, y a-t-il un site référençant les installateurs reconnus et agréés ? Voilà, il y a le site ffie.fr. Il y a tous les adhérents FFIE qui sont reconnus, qui sont membres, mais au-delà de cette remarque... Il y a reconnaissance de qualité qui serait sur le site, alors ça serait peut-être... il y a une qualification après derrière ? Ah oui, au niveau de la qualification, oui. Donc là, Format Pélec, je pense qu'ils sont... Peut-être Vincent, on peut détailler la qualification ? Oui, alors entre autres, il y a Qualifelec qui reconnaît ces formations-là. Et bien sûr, après, chaque personnel ou société qui a déployé un plan de formation peut demander après cette reconnaissance. Voilà, merci. Voilà, on peut applaudir les intervenants, les conférenciers. Merci à vous pour cette conférence.